Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. L'accès et le coût d'Internet restent encore des freins majeurs au développement de l'économie numérique. Pourtant, cet écosystème a permis à de nouveaux métiers d'émerger et créer des opportunités d'emploi au Cameroun. Mais l'ambition numérique reste largement en dessous du potentiel du Cameroun. Comment développer une industrie locale du numérique? Quelle expérience le Cameroun peut-il tirer des autres pays africains et même européens ayant accéléré leur transformation numérique? Pour en parler, je reçois sur ce plateau une femme ingénieure et haut cadre chez Google. Elle est également tech entrepreneur car elle a mis sur pied des initiatives pour partager son savoir-faire avec des jeunes désireux d'apprendre et de se perfectionner dans le domaine informatique. Estelle Yomba est l'invitée de Tendance économique. Estelle, bonsoir. Bonsoir, monsieur Noufé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes à la une de la presse internationale spécialisée sur les high-tech. Vous suscitez beaucoup d'admiration en raison de votre parcours dans la Silicon Valley, le cœur de l'écosystème numérique mondial. Comment s'est opérée cette trajectoire à la fois académique et professionnelle? Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et merci pour l'invitation sur ce plateau. Alors, je suis Estelle Yomba, jeune Camerounaise née et grandie au Cameroun. Je commence mes études maternelles, primaires et même secondaires en Konsamba, dans le littoral où j'obtiens mon BEPC au lycée du Manengouba. Et par la suite, ayant perdu mes parents, les deux parents d'ailleurs, je me retrouve à Douala chez ma sœur où je continue mes études en série C. J'obtiens par la suite mon baccalauréat au lycée de la Cité des Palmiers. Et je me retrouve à Yaoundé où j'intègre une université qui est en partenariat avec d'autres universités aux États-Unis où je vois pour la première fois ce que c'est qu'une carrière dans les technologies et je trouve ma passion. Après 3 ans dans cette université, je me retrouve au Ghana, à la Region University au Ghana, où par la suite j'obtiens un bachelor en Computer Science. Major de ma promotion, j'ai la possibilité de faire un stage dans une école de formation Kwame Nkrumah, où après cette formation en réseau, parce que j'avais voulu aussi au-delà de l'apprentissage numérique et du développement de logiciels, j'avais bien voulu explorer le côté networking des TIC. Et voilà, de là, j'obtiens comme ça une offre de travail à la Silicon Valley en Californie. Et en 2012, j'atterris à San Francisco un vendredi, où le lundi, je commence cette nouvelle aventure dans cet environnement assez spécial pour des passionnés de l'informatique. Et on est en 2013 où eBay me recrute en tant que ingénieur spécialisé dans le développement des applications mobiles. Je fais 2 ans et demi à eBay et par la suite, en 2015, Google, j'intègre Google comme ingénieur, cette fois-ci pour des logiciels de productivité. Et puis l'aventure à ce niveau a continué jusqu'à ce jour. Effectivement. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette filière en informatique? Y avait-il des préjugés et des obstacles qui ont failli vous décourager durant ce parcours et durant votre arrivée dans cette Silicon Valley en tant que jeune cadre, en tant qu'ingénieur? Oui, je dirais comme dans toute chose, déjà il faut aimer ce qu'on fait, il faut avoir de la passion. Mais mettre beaucoup de travail, parce que étant une femme déjà, malheureusement aujourd'hui le domaine des technologies est encore très dominé par les hommes. Donc à cette époque déjà c'était un challenge, mais en plus de ça, être une femme noire sur la Silicon Valley apporte d'autres challenges. Et il faut donc devoir naviguer entre tout cela et toujours rester au top, parce que c'est tellement compétitif qu'il faut être excellent pour pouvoir tenir.
Donc, en termes voilà, disons que après on décide de tourner tous ces obstacles en opportunités. Et parce qu'on est la seule femme noire tout le temps dans des réunions, tout le temps dans des équipes, le fait d'être brillante donne une visibilité incroyable, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous êtes l'une des pièces maîtresses chez Google. Alors, quel est votre rôle concrètement? Sur quoi vous travaillez au sein de ce géant du web? Bon, disons qu'en 2015, quand j'intègre Google, je suis dans l'équipe de Google Chrome, le navigateur que certainement, je dirais, tous les Camerounais qui utilisent Internet connaissent bien. Et là, je suis beaucoup plus encore dans le développement des applications, mais ici des applications de productivité. Ce sont des applications qui aident d'autres ingénieurs à mieux faire leur travail. Alors, je mets en place un système à Google Chrome qui permet effectivement d'automatiser tous les tests et les prérequis qu'il faut mettre en place avant de pouvoir mettre sur le public Google Chrome Mobile, donc Android et iPhone. Et puis de manière automatique, avant de pouvoir mettre sur la place publique cette application de plus de 2 milliards d'utilisateurs, le système que j'ai mis en place permet d'effectuer tous les tests possibles et de donner un rapport qui dit que tout est bon et puis donc on peut presser le bouton. Bon, le système en lui-même par la suite a trouvé un grand succès qui m'a valu quelques promotions jusqu'à un niveau senior. Et puis en 2020, après mon premier garçon, il n'y avait plus assez de challenge pour moi à Google Chrome et puis je décide d'intégrer Google Cloud cette fois-ci. Un peu précisément dans l'équipe Borg. Borg, c'est le système d'exploitation des data centers de Google. Donc alors, c'est ce logiciel ou bien cette plateforme qui permet d'exécuter toutes les tâches qui sont liées à Gmail, YouTube ou encore pour nos clients externes. Donc, sur Borg, ma responsabilité, parce qu'après, ce sont des équipes de plus de 1000 ingénieurs. Justement, cette plateforme-là, Google Cloud, quels sont ses mécanismes de fonctionnement et vous veillez sur quel point précis? Alors, disons que Google Cloud, comme on a l'habitude de le dire en interne, c'est Internet. Aujourd'hui, après, du moins, vous regardez une vidéo sur YouTube, pour que ça se fasse, il faut que des processus au niveau de Google Cloud se mettent en place pour permettre à ce que cette vidéo soit disponible. Vous envoyez un email à un ami ou c'est toute l'infrastructure de Google Cloud qui se met en place. Alors, comme je disais tout à l'heure, je travaille dans l'équipe Borg, qui est en fait le socle de Google Cloud. C'est ce gros logiciel qui détermine quelle machine exécute tel traitement, prioriser, relancer les machines qui sont à plat et faire toute cette mécanisation. Mon rôle principalement, c'est de permettre ou bien d'assister des équipes techniques à pouvoir ajouter des fonctionnalités sans toutefois casser ce qui existe déjà, de l'idée jusqu'à l'exécution d'une nouvelle fonctionnalité ou encore quand on veut fixer des problèmes critiques. Donc je me rassure avec les équipes que l'exécution se fasse sans risque majeur et surtout à temps. Et aussi de remonter à la hiérarchie supérieure, de leur donner une visibilité sur le travail qui se fait sur le terrain. Donc c'est cet accompagnement que je fais en ma qualité de Senior Technical Program Manager. Fort de cette riche expérience internationale dans un écosystème qui mute chaque jour pour répondre aux besoins d'une population de plus en plus consommatrice des solutions technologiques, vous avez un autre regard sur l'Afrique, sur le Cameroun, votre pays d'origine, qui, lui, fait ses petits pas dans l'univers du numérique. Si on vous le demandait aujourd'hui, quel regard portez-vous? Quel état des lieux faites-vous de cet écosystème numérique au Cameroun, en Afrique francophone? Bon, disons que déjà le Cameroun étant mon pays natal, je l'ai toujours porté dans mon cœur. Je me rappelle à mon arrivée à San Francisco,
j'avais vite compris que j'étais comme en mission. Pour moi, chez moi aussi, on devrait pouvoir réaliser des choses à une grande échelle. Et donc, l'expérience que j'ai pu acquérir jusqu'ici, je me rappelle chaque fois qu'il y a toujours eu des obstacles ou des difficultés dans le travail, je me suis toujours rapidement dit comment est-ce que j'aurais pu gérer ceci si j'étais au Cameroun. Donc, j'ai toujours eu un regard vraiment d'amour et de me dire que je devrais apporter aussi ma pierre à l'édifice. Je n'ai donc jamais perdu la tâche, je veux dire attache au Cameroun, de plus en plus permanente, même au Cameroun avec le Covid qui a permis qu'on puisse être partout et toujours travailler. Alors, c'est quand même un grand disconnect. Quitter de la Silicon Valley ou être à la Silicon Valley où les choses se font de manière exponentielle et venir dans son cher et beau pays et ne pas forcément toujours avoir ce même niveau, voilà, que ce soit au niveau technologique ou autre, ça fait quand même toujours un petit choc. Mais parlant d'état des lieux, je pense qu'il y a une volonté assez claire des Camerounais à comprendre déjà les enjeux des TIC, mais de plus en plus on voit des jeunes et même un gouvernement qui est plus favorable à aider et à améliorer tout ce qui se fait aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra entrer dans quelques détails avec Justement, votre question. pour vous, Estelle Yomba, quels sont les défis de cet écosystème numérique camerounais? Il y a eu, quand on parcourt des rapports, ce problème d'accès à Internet haut débit. Il y a la question de l'inclusion également financière qui est liée au développement des nouvelles technologies. Pour vous, les défis les plus importants à relever sont lesquels pour se mettre à un niveau, à un standard international? Alors, je dirais, sans réfléchir à la connectivité, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit, il y a de cela 10 ans, quand les premières startups commençaient au Cameroun par rapport à aujourd'hui, on trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup d'améliorations, que ce soit au niveau de l'infrastructure digitale ou encore de la connectivité. Ici, quand je parle de connectivité Internet, connectivité mobile, mais aussi de l'électricité. On comprend que ces éléments, ce sont en fait le socle de toute innovation, où quand on parle de technologie, on ne peut rien faire si on n'a pas cette base en place. Donc malgré les efforts fournis jusqu'ici, il y a toujours encore du travail à faire à ce niveau. Et je dirais pour des start-upers, pour des entrepreneurs au Cameroun aujourd'hui, ceci reste l'obstacle majeur. Bon, après, la connectivité, on se bloque rapidement à l'investissement parce que les startups ne peuvent pas s'accélérer ou devenir des entités qui apportent de l'emploi si elles ne se font pas, s'il n'y a pas d'investissement. Alors au Cameroun, on comprend rapidement qu'il y a quand même un disproportionnellement, des choses sont un peu faites de manière disproportionnelle par rapport à d'autres pays de l'Afrique francophone et même de l'Afrique en général. On a très peu d'investissements providentiels, on a très peu d'investissements en capital de risque, même si 2021 a quand même été une année meilleure par rapport à d'autres, mais il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. J'espère que tout au long de cette émission, on pourra voir quelques éléments à proposer aussi pour pouvoir améliorer ce qui se fait déjà. Alors un autre obstacle aussi qui n'est pas moindre quand même au Cameroun, c'est, je dirais, comme ça, au niveau de la réglementation et des politiques. J'ai pris connaissance de quelques lois qui ont déjà, même si elles sont encore au tout début,
été votées par le gouvernement, mais la plupart de ces lois sont inconnues par les personnes cibles qui sont les start-upers et les entrepreneurs. Donc en termes de réglementation, on est encore buté à ce niveau. C'est encore difficile de lancer une entreprise. On ne connaît pas le temps que ça prend. Les coûts sont encore quand même exorbitants. Et the last but not least, c'est la réglementation autour de la protection intellectuelle. Que pensez-vous du système éducatif camerounais? Est-ce qu'il intègre assez cette préoccupation liée à l'écosystème numérique? Est-ce qu'il y a des orientations des jeunes camerounais vers ces domaines, ou alors vous avez le sentiment que ce sont des initiatives personnelles prises par les uns et les autres pour davantage s'intéresser aux nouvelles technologies? Alors, pour mieux répondre à cette question, je pense que quand on parle d'écosystème numérique au Cameroun, on devrait bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Bien évidemment, je commencerai par dire qu'effectivement, un écosystème, c'est un ensemble de composants qui interagissent pour pouvoir favoriser ou même être un frein pour l'innovation dans une région donnée. Alors, il y a comme composants ici, effectivement, des institutions éducatives, des universités et autres, des académies de formation comme Seven Academy, sans pub. Alors, on a aussi de l'autre côté, je dirais, les politiques et réglementations, où on a ART au Cameroun, l'Antique, qui sont tous sous la gérance du Minepost. Alors eux, ils ont aussi un travail de réglementation, mettre en place des politiques qui vont favoriser un environnement propice à un écosystème. De l'autre côté, vous avez les finances. Ici, on parle d'investisseurs, on parle de capitaux risques, on parle des compagnies qui ont assez d'argent et qui veulent investir, que ce soit des banques, que ce soit même des organismes privés. Et un peu plus loin, on va voir que tout cela tourne autour des startups et des entrepreneurs. Et quand on met toutes ces entités en place, on comprend que le fonctionnement de ces entités, de manière vraiment qui devrait avoir un échange de ressources, de connaissances, pour pouvoir effectivement avoir un environnement qui est propice à l'innovation technologique. Quand une partie ne fait pas bien son travail, ceci est très vite ressenti. Et puis ici aussi, les journalistes et la communication, que ce soit nationale ou internationale, a un grand rôle à jouer dans tout ceci. Alors au niveau éducatif, si de manière pratique, on a des universités au Cameroun qui ont une très bonne volonté d'intégrer un peu plus des formations technologiques, des formations informatiques et entrepreneuriales, mais si elles ne sont pas en relation avec les autres composantes de cet écosystème, je vous laisse on comprend que le résultat ne sera vraiment jamais tel qu'il devrait être. Et c'est beaucoup plus à ce niveau qu'on est un peu buté aujourd'hui en termes d'éducation au Cameroun. J'aimerais qu'on insiste sur ces startups et ces jeunes qui innovent avec des applications, des programmes qui devraient améliorer les conditions de vie des populations, faciliter la connaissance dans le secteur agricole, le secteur de la santé, mais également le secteur financier qui est aujourd'hui l'un des plus dynamiques au Cameroun. Mais les accompagnements, vous l'avez dit, ça tarde. Alors, si vous faites une analyse comparative avec d'autres pays africains, quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en œuvre pour accompagner ces startups? On voit des compagnies de téléphonie mobile qui mettent sur pied des centres d'incubation, qui lancent des fonds, des concours pour primer les meilleurs développeurs d'applications ayant un impact social et économique, mais est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Encore, je commencerai par dire que de plus en plus, beaucoup d'entités de l'écosystème technologique au Cameroun font vraiment l'effort d'améliorer ce qui est déjà là. Mais voilà, on
on a toujours pas mal de choses à faire pour arriver à notre objectif ultime. Disons qu'en termes de fintech au Cameroun, comme d'ailleurs partout en Afrique, c'est le pôle le plus dynamique. C'est aussi par là que beaucoup d'investisseurs sont un peu plus flattés à investir. Avec le Covid aujourd'hui, on a vu que voilà, les paiements mobiles, c'est aussi ça le futur. Donc on trouve même beaucoup plus d'investissements quand on est dans la fintech aujourd'hui. Ça, c'est pas pour dire que quand il s'agit de santé, health tech, on a eu des startups au Cameroun qui se sont fait financer tout récemment aussi. Alors, disons que mon étude jusqu'à ce jour montre qu'il y a quand même un vide, ce qu'on appelle pre-seed investment. Alors, ce sont des investissements précoces ou quand la start-up est encore à un stage précoce. Alors, on va dire comme ça, ça peut aller de 500 000 à 10 millions de francs CFA. C'est vraiment ce qui a rapidement attiré mon attention au Cameroun. On en manque. Alors, il y a très peu de financement à ce niveau, même si de plus en plus, on voit des compagnies des opérateurs de téléphonie mobile qui s'y lancent. Mais je les encourage à faire un peu plus. Le gouvernement... Et quelles sont les conséquences de cette indisponibilité de financement dès la phase de démarrage des startups? Quelles en sont les conséquences? Les conséquences sont très lourdes parce que si on n'a pas une concentration à ce niveau, c'est très difficile d'avoir de l'autre côté des startups qui ont pu relever la tête et qui se sont sortis. Donc les conséquences ici, c'est que ces startupers sont obligés d'aller prêter de l'argent à des amis, à la famille, et puis pour la majorité, voient leur projet mourir ou encore se disent il faut absolument quitter le Cameroun pour être dans une région ou dans un pays où ce sera un peu plus facile. On a vu beaucoup de Nigérians qui aujourd'hui ont beaucoup de Camerounais chez eux parce que chez nous, ces prérequis manquent ou encore sont à un niveau très inférieur à ce qu'il devrait être. Alors donc, je profite ici pour vraiment encourager. Je constate quand même qu'au Cameroun, on a des personnes assez fortunées. Pour dire que ça aussi, c'est de l'investissement il y a sur la Silicon Valley, on en a vu qui sont partis de rien et devenir des multimilliardaires parce qu'ils ont fait confiance à ces startups et ont investi à un stage précoce. Et de l'autre côté, c'est aussi parce qu'on n'a pas de réglementation pour protéger les investisseurs. Justement, parce qu'il y a eu certains promoteurs de start-up qui se sont avérés être des personnes très véreuses, ayant bénéficié d'accompagnement à la fois de grandes compagnies, mais également de partenaires financiers privés, et l'activité a complètement disparu. Ouais. Donc, effectivement, c'est de pouvoir avoir cet appui de l'État qui devrait en fait se rapprocher des entrepreneurs et start-upers du secteur privé. Et on a besoin que le gouvernement et l'État ici jouent le rôle de catalyseur, quand nous autres, on joue le rôle d'exécution et de mise en œuvre. Alors, c'est un tout qui nous permettra d'arriver où est-ce qu'on veut arriver. Tant qu'il y a des équilibres à ce niveau, ce sera toujours un peu pénible. Donc, de manière générale, l'environnement au Cameroun n'est pas forcément propice à l'innovation parce que quand on regarde de part et d'autre, les choses ne sont pas forcément au niveau où elles séduisent les investisseurs qui peuvent se sentir mieux incités à investir parce qu'ils sont protégés par une réglementation en place, et aussi qui voient des start-upers qui sont plutôt assez passionnés par ce qu'ils font parce que de part et d'autre, il y a des supports pour leur permettre de tenir. Donc c'est vraiment un tout. Estelle Yomba, vous avez décidé de vous intéresser au secteur de l'éducation à travers des initiatives que vous avez mises en place au Cameroun. Quel est l'enjeu derrière ces initiatives, cette académie, et également cet intérêt de susciter un autre regard chez des plus jeunes sur l'outil numérique et informatique? Oui, disons comme ça de manière brève. Nous mettons en place tout un système qui permettra au Cameroun et à l'Afrique de pouvoir
avoir sa souveraineté numérique. Ça, c'est la mission de ce que nous faisons, de ce qu'Estelle Yomba fait au Cameroun aujourd'hui. Et on a rapidement compris que l'éducation reste ce socle qui pourra nous permettre de pouvoir atteindre cet objectif qui, pour nous, est assez grand, mais... On a mis en place Seven Academy pour déjà pallier aux problèmes que nous faisons face sur le marché aujourd'hui au Cameroun, où on a beaucoup de jeunes qui sont vraiment passionnés, qui sont des génies bruts, comme je les appelle, mais qui manquent de principes, qui manquent de processus dans leur manière de travailler et qui est à la fin un frein à leur épanouissement professionnel, si je peux dire ça. Donc à l'académie, on se focalise sur des formations et des technologies de l'heure, comme ça, des formations qui vont de 3 mois à 12 mois, où on donne à ces jeunes la capacité d'être en peu de temps des ingénieurs vraiment spécialisés dans un domaine précis, parce que ça aussi, j'ai rapidement constaté qu'on est très généraliste chez nous et pas forcément de spécialistes. Alors l'académie qui a démarré en 2018 nous a tout simplement permis de vite nous lancer et on a un projet d'université effectivement qui va faire les choses à une échelle un peu plus importante, où on aura des centres de recherche proprement dit, parce qu'il faut comprendre si sur la Silicon Valley aujourd'hui on a des résultats qu'on a, c'est parce qu'en amont il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées, qui ont maturé pour pouvoir produire le résultat qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est un travail qui se fait pas du jour au lendemain. Alors le groupe que je préside aujourd'hui au Cameroun nous permet effectivement de nous préparer à ce que d'ici quelques années au Cameroun, nous en Afrique, nous-mêmes nous puissions avoir développé des applications ou des plateformes qui déjà nous servent nous-mêmes et nos problèmes qui sont liés à nous et qui nous concernent, mais aussi pourquoi pas dans tout le monde entier, on devrait être en mesure aussi d'utiliser des systèmes conçus et développés par des Africains. Parler de souveraineté numérique pour le Cameroun, au-delà du secteur de l'éducation, où vous exhortez les autorités et bien sûr les personnalités fortunées à investir davantage dans le secteur du numérique, quels sont les autres points sur lesquels il est urgent de mener des réformes pour que le Cameroun s'inscrive de façon définitive dans le train de l'émergence numérique? Oui, vraiment, merci pour cette question. Je dirais l'infrastructure digitale dont on a fait allusion tout à l'heure, il est important qu'on canalise nos efforts aussi à ce niveau. J'ai vu pas mal de progrès déjà ces derniers temps, mais on n'y est pas encore. Alors ça, c'est aussi un petit appel aux compagnies d'opérateurs mobiles qui, en réalité, ont besoin de cet environnement de start-up qui leur permet d'innover, de faire un meilleur chiffre et de mieux se connecter à leurs clients. Mais de l'autre côté, les start-upers ont besoin de ces compagnies par rapport à leur réseau déjà étendu. Ça leur permet de facilement étendre leurs produits et de permettre à ce qu'ils se fassent rapidement connaître sur le marché local. Alors en plus de ça, je dirais en termes de, voilà, pour les décideurs et le gouvernement, on a besoin d'un peu plus de réformes en ce qui concerne et la création et la durée de création, parce que je veux dire comme ça, il y a pas mal de Camerounais qui préfèrent créer leurs structures aux États-Unis, parce que non seulement c'est assez rapide, mais le processus est très clair pour eux. Donc c'est important, et il faut dire que les taxes aussi, je connais la loi des finances 2021 je ne sais pas si elle a déjà été votée au Cameroun. Alors c'est une initiative qui incite les start-upers à créer des structures, et sur 5 ans, ils ont des exonérations fiscales. Et bon, là, je me suis rendu compte que beaucoup de Camerounais, beaucoup de start-upers ne connaissent pas.
Alors, donc le gouvernement devrait faire un meilleur travail pour communiquer davantage sur des initiatives pareilles, que voilà, les personnes ciblées puissent vraiment en prendre connaissance et en profiter. Et je finirai par dire ici, voilà, un appel à ces investisseurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Toutes les parties, toutes les composantes de cet écosystème devraient jouer leur rôle pour qu'à la fin, effectivement, on puisse bouger les choses et se faire entendre au niveau mondial. Merci Estelle Yomba, vous êtes tech entrepreneur, vous êtes également au cadre chez Google. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.